Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Diaspora appelle à mobilisation de Willy Bla, CPI par le président Bandakani, Sarkozy et justice, actualité en RDC et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la Diaspora, appel à mobilisation de Willy Bla. Ivoiriens, Ivoiriennes, Africains, Africaines, le président Laurent Gbagbo a encore besoin de nous. La première dame, Simone Gbagbo, a encore besoin de nous. Le ministre Blé Boudé a encore besoin de nous. Tous les prisonniers politiques et militaires de Côte d'Ivoire ont encore besoin de nous. Mobilisons-nous pour eux. Mobilisons-nous pour la Côte d'Ivoire. Mobilisons-nous pour recouvrer nos libertés confisquées. Mobilisons-nous dans ce formidable travail d'éveil de conscience pour dire la vérité sur la triste réalité de la Côte d'Ivoire qui est devenue aujourd'hui une prison à ciel ouvert. Chaque Ivoirien, chaque Africain doit prendre sa journée du mardi 19. C'est un jour où il y a ce qu'on appelle question au gouvernement. Tous les parlementaires viendront poser des questions au gouvernement. Eh bien, nous viendrons manifester devant l'Assemblée nationale le mardi 19 avril de 14 h à 21 h pour poser, nos questions aux parlementaires. Rendez-vous mardi 19 avril devant l'Assemblée nationale. C'est à ce prix, à ce sacrifice que nous devons nous soumettre. Nous devons tout faire pour faire libérer le président Laurent Gbagbo, qui seul pourra ramener la paix, qui seul pourra ramener la réconciliation, qui seul pourra continuer le travail de développement de notre pays. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le président Laurent Gbagbo. Vive le combat dans lequel nous sommes engagés. Je vous remercie. Tout de suite, CPI par le président Bandakani. Ce qui se passe à la CPI, cette chose immonde, de mon point de vue, c'est que les têtus, ceux qui enfoncent la tête sous le sable exprès, qui ne veulent pas voir les réalités de l'Afrique, qui refusent qu'on en parle à cause des intérêts qu'ils ont ici de gauche à droite, ceux qui ne veulent pas que les choses avancent parce qu'ils ont des petits avantages et des privilèges, sont en train de voir la réalité. Ce qu'on dit depuis, c'est que la CPI n'est que l'image réduite de ce qu'on appelle droit international, ce qu'on appelle relations internationales. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de droit international, il n'y a pas de relations internationales, il y a la sauvagerie internationale, il y a l'injustice internationale, il y a la barbarie internationale, et c'est le procès de cette honte-là, du caractère primitif des rapports internationaux, que la main de Dieu, comme disait mon ami Simon tout à l'heure et le pasteur Pondy, est en train de juger, d'exposer devant le monde entier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc l'enjeu de cette affaire, contrairement à ce que dit mon bien-aimé Paul King, ce n'est pas la réconciliation. Il faut que la réconciliation n'est pas un gadget qu'on balance comme ça, c'est une affaire sérieuse. On ne peut pas réconcilier Dieu et le diable. Même Dieu ne peut pas se réconcilier avec le diable, c'est impossible. La réconciliation est une affaire trop sérieuse pour qu'on la banalise comme ça. Non, l'enjeu c'est d'abord le jaillissement de la vérité. Tout le monde sait aujourd'hui désormais que Ouattara n'a gagné aucune élection. Tout le monde connaît ce qui s'est passé maintenant en Côte d'Ivoire. Ça a pris du temps. Il a fallu qu'on ferraille, que les panafricanistes ferraillent par rapport à ça qui tient fermement. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Vous avez une cour soi-disant, qui, depuis plus de 3-4 ans, n'arrive pas à réunir les préliminaires pour faire un procès. Et les préliminaires. Tous les principes du droit sont bafoués et hontement devant la face du monde, à tout point de vue. C'est ça qui, pour moi, qui est l'événement important. Que les Africains ouvrent les yeux, sachent dans quel monde ils sont, sachent désormais qu'ils ne sont pas dans un monde où il y a le droit, ils sont dans un monde cruel, où les relations entre les États sont gouvernées par la barbarie et la sauvagerie, et que désormais le peuple s'organise en conséquence pour que ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, en Libye et ailleurs, ne nous arrive plus, n'arrive plus à aucun pays africain. Merci. Voilà l'enjeu de ce procès. Merci beaucoup, Président Bandakani.
Tout de suite, Sarkozy et la justice. Bien que l'expression crime contre l'humanité soit mentionnée dès 1915 dans une note diplomatique au sujet du massacre des Arméniens dans l'Empire ottoman, cette notion n'a été conceptualisée juridiquement définie qu'en 1945 dans la charte du tribunal militaire international de Nuremberg. Elle consiste donc en une série de crimes particulièrement graves tels que le meurtre, l'extermination, l'esclavage, la déportation et les persécutions lorsqu'ils sont perpétrés contre des civils, quelle que soit leur nationalité. Dans la définition du crime contre l'humanité donnée à Nuremberg, en lien entre ce crime et un contexte de conflit armé était requis. Cette condition a d'abord été assouplie par le statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, dans son article 5, pour inclure les contextes de conflits armés non internationaux à la définition. Puis l'exigence d'un contexte de conflit armé a complètement disparu lors de l'adoption du statut du tribunal pénal international pour le Rwanda, dans son article 3, et du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale, article 7, un crime contre l'humanité peut donc être commis en temps de guerre comme en période de paix. Dans ces conditions, peut-on dire sans risque de se tromper, mesdames, messieurs, que les commanditaires du chaos libyen, aujourd'hui en bourbier d'immondices et un repère de djihadistes, et le cas ivoirien avec la crise post-électorale de 2011 et la déportation du président Laurent Gbagbo à La Haye, aient été coupables de crimes contre l'humanité et donc méritent d'être traduits à la Cour pénale internationale. Plusieurs personnes, en tout cas, répondent à cette question par l'affirmative. C'est ainsi qu'en juillet 2015, les clubs Pensez la France lancent une pétition internationale pour faire passer Nicolas Sarkozy devant la Cour pénale internationale. Dans un document qu'ils ont adressé à Algérie patriotique, les initiateurs de la pétition expliquent pourquoi ils méritent, ou alors ils militent pour que Nicolas Sarkozy soit jugé par la Cour pénale internationale. Il est responsable du chaos libyen, résultat d'une politique internationale scandaleuse. Les clubs Pensez la France travaillent actuellement à réunir l'ensemble des éléments susceptibles d'être portés à la connaissance du procureur après la Cour pénale internationale. Ils ont décidé de réunir un collectif d'avocats français et étrangers en vue d'étudier un dépôt de plainte devant la Cour. Ils incluent dans cette démarche l'intervention des troupes françaises en Côte d'Ivoire à l'instigation de Nicolas Sarkozy, rappelle-t-il. Crime contre l'humanité de la Côte d'Ivoire en passant par la Libye, Sarkozy devrait-il être jugé par la Cour pénale internationale? Ce sera notre deuxième thème. Tout de suite, les titres de l'actualité en RDC. Addis Abeba abrite du 31 mars au 5 avril la semaine du développement africain 2016 des ministres de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique. Le Premier ministre Matata Ponyo y est attendu pour exposer sur le modèle de développement et performance économique de la RDC. Nous parlerons également de l'ouverture ce vendredi de la session ordinaire de mars au Conseil économique et social. Pour Patrice Ezati-Mérico, son organe s'engage à prêter main forte à la mise en application des 28 mesures d'urgence prises récemment par le gouvernement. Et le porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atundou, était face à la presse congolaise internationale. À l'ordre du jour, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, le dialogue national convoqué par le chef de l'État, la décision de l'ONU sur le mandat de la MONUSCO et le processus électoral. Et pour finir, France, le chômage par Marine Le Pen. Myriam de la Marne. Le chômage grimpe, grimpe, grimpe. On a l'impression qu'il n'y a rien à faire. Que feriez-vous de mieux? C'est-à-dire que rien n'est fait, en fait. La réalité, elle est là. Ça fait 4 ans maintenant, à peu près, que le président de la République, que le gouvernement nous explique qu'ils vont inverser la courbe du chômage sans prendre aucune décision. Et en laissant perdurer ce qui est la cause
du chômage de masse dans notre pays. Donc à partir du moment où on a les mêmes causes, on a les mêmes effets. Et donc nous avons dit dès le départ qu'évidemment la courbe du chômage n'allait pas baisser, sauf peut-être si on met en place des magouilles de chiffres tels qu'on est en train de les voir. Vous savez, on va mettre les gens en formation forcée pour pouvoir faire baisser de manière tout à fait artificielle les chiffres. Mais même avec ça, ils n'y arrivent pas en réalité. Et les chiffres augmentent de manière spectaculaire avec leur cortège de malheurs pour les familles qui sont frappées par ce chômage. D'abord, il faut à tout prix protéger notre économie et nos entreprises de la concurrence internationale déloyale. Il y a des dizaines de filières qui sont victimes de cette concurrence internationale déloyale, non seulement dans l'industrie, mais aussi, bien entendu, dans l'agriculture. Producteurs de fruits et légumes, éleveurs bovins, éleveurs porcins. Et cette concurrence, elle est aussi intra-européenne, c'est-à-dire pour les éleveurs porcins, par exemple, c'est la concurrence déloyale qui est effectuée contre nous par l'Allemagne. Bon. On voit qu'il faut retrouver à tout prix les moyens de mettre fin à cette mondialisation sauvage qui permet en réalité la loi du plus fort et la loi de celui qui pèse le plus à la baisse sur les salaires, de celui qui a le moins de protection sociale. Et notre gouvernement, avec d'ailleurs l'aide de l'UMP, nous pousse à cette espèce de course folle à la régression, nous expliquant qu'il faut qu'on soit de plus en plus compétitif, et en réalité on s'aperçoit qu'ils cherchent à obtenir cette compétitivité en se calant sur le moins-disant social, le moins-disant social. Là encore, nous avons une vision radicalement différente, nous ne voulons pas de cela. Je vous signale au passage que on a beaucoup raillé nos réclamations de mettre en place un protectionnisme intelligent à nos frontières pour lutter contre cette concurrence internationale déloyale. Les États-Unis viennent de mettre en place des droits de douane de 265% sur l'acier chinois. Et pourquoi, croyez-vous? Pour protéger l'acier américain. De la même manière, les États-Unis ont mis en place le Farm Bill, qui est une forme de protectionnisme pour défendre leur agriculture. Et nous faisons exactement l'inverse. Nous ouvrons grand nos portes à une concurrence qui est en train de tuer secteur après secteur des pans entiers de notre économie. Alors oui, nous pourrions faire autrement, évidemment. Nous pourrions aussi, et nous le ferons, croyez-moi, ce sera peut-être même une des premières choses que nous ferons en arrivant au pouvoir, supprimer la directive détachement des travailleurs, qui est une véritable honte. C'est la mise en œuvre de la préférence étrangère à l'emploi, puisque à compétences égales, eh bien, on va chercher des travailleurs étrangers à bas coût, dont les charges sociales sont très inférieures aux charges sociales payées en France pour les travailleurs français. Eh bien, la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a une explosion des travailleurs détachés qui viennent en France et qu'il y a parallèlement une explosion des chômeurs français qui ne trouvent pas d'emploi. Donc cette directive détachement des travailleurs, contre laquelle d'ailleurs un certain nombre de secteurs professionnels aujourd'hui s'élèvent fermement, comme les professions du bâtiment, doit être évidemment immédiatement supprimée et pas seulement amodiée où on va changer une virgule en faisant croire que les choses ont changé. Moi, je ne supporte pas de voir les files de chômeurs, voir passer les quarts de travailleurs détachés qui viennent de l'étranger, qui sont payés à bas coût pour faire leur boulot. Je suis désolé, mais je trouve que là, franchement, on est dans l'absurde, dans l'injuste. Et je vais même dire mieux, dans franchement une politique profondément antinationale, puisqu'elle vise en réalité à empêcher les Français de pouvoir avoir accès au droit de travailler dans leur propre pays. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.